La ouverture du prix Yvon Gattaz, je voudrais vous dire d'abord quelques mots, puisque vous le savez, je suis le fondateur. Malgré les contraintes sanitaires que vous connaissez, nous avons pu, grâce à la magnifique organisation de Bernard Bismuth et l'aide irremplaçable de Sisley, où nous sommes aujourd'hui, organiser cette double manifestation qui va se dérouler de la façon suivante. Premièrement, une allocution d'accueil de Romain Soubeyran, directeur de Centrale Supélec, qui nous offre traditionnellement l'hospitalité à son école, puis celle de Jean-François Galloin, qui est professeur, comme vous le savez, à Centrale Supélec, et qui a bien voulu inclure ce débat sur les ETI dans le cadre de son cours de l'école. Deuxièmement, nous aurons la présentation des ETI, entreprises de taille intermédiaire, comme vous le savez, j'espère, peu connues des jeunes et même des élèves ingénieurs, ce qui est dramatique, avec comme invité d'honneur Pierre Gattaz, président de Radial, président d'honneur du MEDEF et aujourd'hui président de Business Europe. Et avec la participation éminente de Elisabeth Ducotet, PDG de Tuan, ancienne coprésidente du METI et actuelle coprésidente de Jeunesse et Entreprise. De Philippe Dornano, PDG de Sisley, coprésident du METI. De Frédéric Coirier, qui est PDG de Poujoula et co-président également du METI. Et la dernière partie sera la remise officielle du prix Yvon Gattaz Start, c'est bien, Up, c'est mieux, dont le contenu est tout à fait symbolique, comme vous le savez, pour 2021, avec la présentation du jury lui-même, qui donnera les noms des 3 entreprises qui ont été finalement sélectionnées par le jury, et bien entendu, avec la nomination du finaliste, qui recevra, lui, le prix, puisqu'il n'y en a qu'un, le prix Yvon Gattaz de 10 000 €, qui est décerné annuellement, mais également les 2 autres prix, le prix RSE et le prix Performance pour l'emploi. Merci de votre participation à tous, et je cède tout de suite la parole à Jean-François Galloin, en vous remerciant de votre présence. Bonjour à tous, mais bon, donc c'était juste un petit mot de toute façon de transition pour expliquer pourquoi cette remise de prix Start c'est bien, Up c'est mieux était liée depuis en fait le lancement du prix à la Startup Week. On l'entend là, c'est dommage. Yvon, qui est un spécialiste des bons mots évidemment, et qui avait dit Startup Week c'est bien, mais voilà, il faudrait que les entreprises puissent aller plus loin. Or, vous savez pas, mais que Yvon Gattaz a passé beaucoup de temps à promouvoir en fait les entreprises de taille intermédiaire comme des entreprises capables évidemment de créer énormément d'emplois dans notre pays. Et donc évidemment, c'était le lieu de rapprocher la Startup Week de ce prix Yvon Gattaz. Donc je laisse la parole pour cette première table ronde. Bien, bonjour. C'est un grand honneur, évidemment, pour Centrale Supélec d'être associé au prix Gattaz. Cette présence de Centrale Supélec, elle est certainement liée à l'histoire du président Gattaz et l'école sonore de l'avoir accueilli il y a quelques années pour le diplômé, et puis l'école sonore de l'avoir accueilli encore l'an dernier pour la première édition de ce prix Yvon Gattaz, de ce prix pour l'entrepreneuriat. Donc je pense que c'est une raison de la présence de Centrale Supélec d'être associée à ce prix, mais j'espère que ce n'est pas la seule. J'espère que c'est aussi que la présence de Centrale Supélec est aussi liée à l'importance que l'entrepreneuriat, qui est donnée à l'entrepreneuriat dans notre cursus et dans notre école. Un ingénieur au XXIe siècle
il ne peut plus se borner à faire des calculs de structure, des calculs de résistance des matériaux avec des techniques éprouvées qu'il a appris sur les bancs de l'école. Un ingénieur, maintenant, on va lui demander d'avoir non seulement un socle scientifique et technique très solide, c'est sa marque de fabrique pour un ingénieur, mais on va lui demander un certain nombre d'autres qualités. D'abord de la créativité, capacité à générer des idées nouvelles, ensuite d'être adaptable, d'être capable d'appréhender des problèmes complexes dans leur globalité et de proposer des avancées concrètes, des solutions concrètes. On va lui demander aussi d'être inspirant et motivant, parce qu'il va falloir mobiliser les compétences qui sont nécessaires pour transformer une idée en une innovation qui trouve un marché, qui trouve des clients et qui trouve des financeurs. Et puis, on va lui demander à cet ingénieur d'être aussi tenace et résilient pour surmonter toutes les difficultés quand on fait une activité innovante. Et quand on lit les ouvrages de Yvon Gattaz, on voit bien que la ténacité et la résilience sont peut-être la plus importante des qualités à avoir quand on entreprend. Alors ces qualités, ce sont d'abord celles des entrepreneurs, mais elles sont aussi attendues maintenant par quasiment tous les employeurs. Et ces qualités, logiquement, nous nous efforçons de les développer, de les stimuler chez nos élèves. Et c'est la raison pour laquelle l'entrepreneuriat tient une grande place, et je dirais une place croissante, au sein de Centrale Supélec, dans notre cursus comme dans l'activité de l'école. Alors je pourrais développer ce point, mais ça nous emmènerait un peu trop loin. Mais en tout cas, cette valorisation de la qualité de l'entrepreneuriat au sein de l'école, elle est sans doute une des raisons du succès de nos jeunes diplômés auprès des employeurs. Et à cet égard, je signalerai juste que dans le classement du Times Higher Education, qui classe les institutions d'enseignement supérieur mondiales en fonction de leur employabilité, en fonction du retour des employeurs, eh bien, on a fait un saut au classement 2021 en passant à la 22e place mondiale et la première place française, toute université, école d'ingénieurs, école de management confondues. Et cette progression à la 22e place mondiale et première place française, elle consacre à mon sens la valeur pédagogique de l'entrepreneuriat dans les études d'ingénieurs. Et c'est pour ça que je suis vraiment particulièrement heureux que Centrale Supélec soit associée au prix Gattaz, qui est un prix qui distingue et qui valorise des parcours d'entrepreneurs particulièrement stimulants. Et donc je ne doute pas qu'à nouveau on va avoir des lauréats qui seront particulièrement motivants pour nos élèves pour poursuivre dans cette voie. Merci Monsieur le Président, et puis merci aux organisateurs et aux organisatrices de ce prix. Bien, bonjour à toutes et à tous. On va donc poursuivre cet événement autour d'un débat sur les ETI. Je pense que vous a été posé la question, d'ailleurs, tous les élèves ici réunis, voulez-vous travailler dans une ETI? Vous avez peut-être déjà cherché un peu d'informations sur ce qu'est cette entreprise de taille intermédiaire. On va déjà ouvrir un peu le débat sur quelques données pour vous apporter des éclaircissements avant de rentrer dans les débats et faire parler les témoignages de ces entreprises qui ont passé, vous vous en doutez, une année 2020 assez particulière. Les ETI, c'est 5500 champions cachés, qu'on appelle souvent, donc des entreprises à taille adulte, mais qui restent à taille humaine. Elles représentent 1000 milliards de chiffre d'affaires, c'est l'équivalent de 40% du PIB français, c'est dire leur importance. C'est 20 000 établissements dans nos territoires, 80% de ces établissements étant hors d'Île-de-France, donc c'est des opportunités dans beaucoup de nos territoires un peu partout en France. 25% de l'emploi salarié, 33% de l'export, 50% de l'industrie. C'est dire leur importance stratégique au moment de la relance de notre pays. Elles sont innovatrices, exportatrices, investisseuses. Elles ont créé des emplois en 2020. Ça, c'est les enquêtes que nous venons de sortir le prouvent, ce qui est extraordinaire, puisque le pays, évidemment, connaît une augmentation importante du chômage, mais les ETI ont créé près de 5000 emplois cette année, net. Elles emploient des jeunes aussi, l'apprentissage a beaucoup progressé. Bref, ce sont des entreprises qui sont extrêmement résilientes, avec une baisse de chiffre d'affaires de l'ordre de 5 à 6%, quand le PIB, lui, baisse de près de 10%. Donc on le voit qu'elles résistent effectivement plus que la moyenne. Comme je vous le disais tout à l'heure, elles investissent beaucoup, elles se projettent à long terme. Je pense que c'est un point très important aussi pour notre économie. La résilience, c'est aussi parce qu'on regarde de loin, parce qu'on se projette. Et je pense que c'est intéressant, en tout cas à ce titre, de vous présenter rapidement les trois belles entreprises emblématiques qui sont présentes aujourd'hui, qui sont très différentes, et elles vont se présenter en termes d'activité. Donc, Yvon Gattaz le précisait tout à l'heure, donc en premier lieu, l'entreprise Tuan, représentée aujourd'hui par Elisabeth Ducotet, sa PDG, qui au-delà s'engage également, parce que je pense que c'est important aussi de présenter les personnes au-delà de leur entreprise et de leur engagement. Donc,
Donc Elisabeth est également engagée dans le comité stratégique de la Banque de France. Sisley, donc Philippe Dornano, engagé évidemment comme chef d'entreprise, mais aussi au-delà en tant que coprésident du métier, le mouvement qui encourage et qui défend le développement des entreprises de taille intermédiaire, Radial, avec Pierre Gattaz, donc qui est président au-delà de Radial de Business Europe, donc qui est une représentation des entreprises à l'échelle européenne. Voilà, donc en tout cas, ce que nous pouvons faire dans un premier temps, c'est vous présenter. Je pense que Elisabeth, tu pourrais nous présenter déjà ton entreprise, son activité, quelle est ton entreprise, comment tu te positionnes dans ton secteur d'activité. Il faut que je prenne un micro. Vas-y, oui, tout à fait. Merci. Je t'en prie. Voilà, écoute, merci beaucoup Frédéric. Alors Tuan aujourd'hui, c'est une ETI effectivement territoriale. Nous sommes à Saint-Étienne, qui est un endroit qui est vraiment territorial au sens le plus profond du terme, et où nous avons donc notre industrie et où nous fabriquons des dispositifs médicaux qui servent aux pathologies traumatiques, c'est-à-dire des genouillères, des chevillères, des ceintures lombaires, et nous fabriquons des masques aussi, j'en porte un, vous en voyez. Et c'est une entreprise qui fait 2700 salariés et qui est maintenant répartie dans toute l'Europe et qui vient de faire une acquisition il y a 15 jours aux États-Unis, une 4e acquisition en 10 ans. Donc c'est une entreprise qui est à la fois industrielle, territoriale et internationale, et qui effectivement est dans un secteur très particulier qui est le secteur de la santé, et avec évidemment une année 2020 qui a été incroyable, parce qu'incroyable aussi bien dans les difficultés que dans les opportunités. Nous avons eu évidemment la difficulté de perdre du chiffre d'affaires comme tout le monde au moment du confinement. Nous avons aussi eu l'opportunité de faire d'autres dispositifs que sont les masques, et nous avons évidemment une très grande partie de notre activité qui est l'innovation, avec des ingénieurs, avec des jeunes ingénieurs, et nous avons un Tuan Lab, c'est-à-dire un petit laboratoire pour tout ce qui est dispositifs connectés et pour développer des textiles qui eux-mêmes comportent des détecteurs de pression ou des connecteurs. Donc voilà ce que c'est qu'une ETI qui a à la fois 170 ans et qui se tourne vers le futur. Alors Elisabeth, on va parler un petit peu plus tard du passage de la crise et de la dynamique des entreprises à transformation. Philippe, si tu peux peut-être nous présenter ton entreprise et puis la manière dont tu as passé cette année un peu spéciale. Oui, il y a un point sur l'idée du long terme. On peut se demander pourquoi les ETI sont des entreprises de long terme. C'est parce qu'à 70% de ces ETI, ce sont des entreprises soit personnelles, c'est les fondateurs, soit familiales. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte un engagement sur le temps long. Et quand on dirige une entreprise, qu'on soit d'ailleurs un membre de la famille ou un manager qui n'est pas un membre de la famille, c'est extrêmement important de savoir à quel terme on travaille. Est-ce qu'on travaille à court terme pour un cours de bourse ? Est-ce qu'on travaille à moyen terme parce qu'on appartient à un fonds et on veut revendre au bout de 5 ans avec un bénéfice? Est-ce qu'on travaille à long terme? Et nous, notre entreprise qui est dans la cosmétique, c'était donc un travail où on construit des marques mondiales, où on peut vendre dans le monde entier des parfums, des produits de beauté, des maquillages, aujourd'hui des capillaires également, des produits pour les cheveux. La construction de cette marque, ça nécessite du temps. Et c'est ce que nous avons fait. Mon père a créé Sisley avec ma mère en 75. Je suis rentré en affaires 10 ans après. Je suis rentré dans une PME qui faisait à l'époque 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on se rapproche du milliard. Et progressivement, on a développé cette entreprise à l'international où aujourd'hui on fait plus de 90% de notre chiffre d'affaires. On travaille dans plus de 100 pays. On emploie plus de 100 nationalités. Alors, dans notre secteur, principalement des femmes. Et c'est un secteur qui est porteur mais extrêmement concurrentiel et dans lequel la France a effectivement des très belles marques, petites, moyennes et grandes, et dans lequel on garde une très forte expertise. Cette structure que décrivait Frédéric d'entreprise, elle est très bénéfique pour notre secteur, et en période de crise où on est tous soumis à un stress test important, on voit que notre type d'entreprise résiste plutôt mieux et investit plutôt plus compte tenu de sa structure actionnariale. Le secteur cosmétique baisse entre 15 et 20%. Là, vous voyez un certain nombre de grands groupes français qui annoncent des résultats entre moins 15 et moins 25 pour la cosmétique. Nous baissons de 3,5. Nous avons recruté 7% de plus d'effectifs en France sur 2020. Nous avons réussi, nos usines n'ont jamais fermé.
Nous avons continué à produire, nous avons continué à donner des plans de charge à nos fournisseurs. Nous avons travaillé avec nos clients, nos démonstratrices qui vont dans les parfumeries promouvoir les produits. Le premier jour de la fin du premier confinement, elles étaient dans les parfumeries et elles travaillaient. Donc on a cette structure d'entreprise aussi très personnelle, très familiale. C'est aussi une structure où les gens sont très proches les uns des autres. Et on a pu bénéficier, c'est d'ailleurs une grande fierté en tant que chef d'entreprise, de cet état d'esprit pour aller de l'avant et limiter le coût de la crise. Donc toi, Pierre, tu es dans un secteur de haute technologie, une entreprise qui a connu une croissance exceptionnelle de 2010 à 2020. Évidemment, tu es exposé au secteur notamment aéronautique, qu'on sait particulièrement touché et qui a encore... Comment est-ce que ton entreprise s'est adaptée? Comment tu as géré cette situation et comment tu vois le rebond, on va dire? Oui, Radial, c'est une société créée par Yves Rougataz et son frère Lucien en 52. Moi, je suis arrivé en 92, donc il y a une trentaine d'années. Et en effet, on s'est positionné, mais comme le disait Elisabeth et notre ami Philippe Dornano de Sisley, sur l'excellence en fait. L'important, ce sont des machines de guerre pour durer, les ETI. C'est le modèle allemand, c'est-à-dire en fait on concentre une excellence d'innovation ou de process industriels très très bien maîtrisés, une intimité client et on choisit nos cibles. Donc nous sommes dans les composants électroniques, on a laissé tomber tous les grands volumes du smartphone, de connectiques bas de gamme et on s'est positionné sur le très haut de gamme, des connectiques compliqués, des connecteurs, des composants électroniques pour l'aéronautique, pour le spatial, pour la défense, pour les télécoms. Ça fait donc 30 ans que ça dure, 50 ans que ça dure. Et en effet, la crise nous a touchés parce que la moitié de notre chiffre d'affaires était fait chez Boeing et Airbus. Ce qui nous a permis de faire une croissance incroyable pendant 15 ans avec de très beaux résultats, d'accumuler de la trésorerie, d'avoir un bilan très sain, et donc d'avoir un quart de notre chiffre d'affaires qui a volé en éclats, donc on est passé de 400 millions à 300 millions. On s'est restructuré très très vite, je dirais, en faisant attention à l'humain, parce que nos sociétés, nos ETI, le plus important, c'est l'homme. C'est-à-dire qu'on fait tout pour durer, on fait tout pour motiver les gens, on fait tout pour les empowered, comme on dit en anglais, sur une raison d'être, sur une vision. Et c'est une sorte de 4x4 qui doit passer les crises. Nous, à Radial, on a passé 4 crises. En 92, en 2001, en 2007 et maintenant en 2020. À chaque fois, on fait le dos rond. Et puis, on repart 6 mois, 1 an, 2 ans après. Donc, on a fait un plan défensif de réduction de toutes les dépenses qu'on pouvait réduire, mais sans toucher à la R&D, sans toucher, je dirais, au moteur même de nos usines. On n'a pas fermé d'usines. On a 5 usines en France sur 10 usines. On exporte 90% de notre chiffre d'affaires. Et donc, on a fait un plan offensif qui est un plan de diversification. Car lorsqu'on a 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en moins de l'aéronautique, que l'aéronautique est en crise pendant 4-5 ans, sans doute, eh bien, il faut se dépêcher pour diversifier. Donc, nous avons accéléré, poussé les feux sur le médical, sur les télécoms, sur d'autres marchés, l'industriel, qui sont des marchés qui restent en croissance. Donc, en fait, ce que je voulais dire là, c'est qu'en effet, la capacité des ETI patrimoniales, ce sont quelque part des PME qui ont réussi. Elles ont très souvent réussi par l'export. Tous les quatre, nous savons que l'export a été très important. Et pour exporter correctement, il faut innover tout le temps. Et puis, il faut maîtriser ses process. Et puis, il faut de l'intimité client. C'est les 3 choses fondamentales, je dirais, d'une ETI qui veut durer, avec la capacité d'emmener les hommes et les femmes. Alors, on nous a parlé beaucoup de raisons d'être depuis 1 an ou 2 ans avec le gouvernement, mais les raisons d'être dans nos sociétés et à Radial, c'est des plans de qualité totale, de motivation, de gestion très participative, d'écouter les gens toute la journée, de savoir s'ils vont bien. C'est quelque part de l'exigence dans un grand respect, dans une bienveillance quelque part. Non, puis bon, je peux apporter des témoignages en tant évidemment coprésident du METI. L'écosystème pour nous est un point très important. Tu l'avais dit, Pierre, c'est vrai que nos sous-traitants, nos clients qui sont souvent des PME, TPE ou également par des grands groupes, avaient besoin dans cette période de soutien. Nous avons continué à acheter. Parfois, nous avons payé comptant des fournisseurs. Parfois, nous avons gardé des sites ouverts alors qu'il n'y avait plus d'activité pour soutenir nos clients qui en avaient besoin. Évidemment, c'est parce qu'on regarde à long terme qu'on met en place ces dispositifs. Moi, je voudrais juste qu'on parle maintenant de votre... Alors, bien sûr, la crise sanitaire n'est pas terminée, mais comment est-ce qu'on se relance? Quels sont les projets? Tu parlais tout à l'heure, Elisabeth, de ton acquisition aux États-Unis. On parle de projets d'investissement chez toi. J'imagine que vous avez aussi des projets chez Radial, la transformation digitale. Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme exemple, notamment à nos étudiants, sur la manière dont vos entreprises ont fait preuve d'agilité, se transforment et en fait font de cette crise
une source d'opportunité, parce que souvent on parle de crise et puis on pleure nous on est plutôt dans une approche de rebond et d'opportunité. Comment est-ce que vous transformez? Qu'est-ce que vous mettez en place? Parle-nous peut-être de ton acquisition aux États-Unis, Elisabeth, qui est évidemment très audacieuse à un moment où tout le monde plutôt a tendance à se replier sur soi. Oui, absolument. Nous, on s'est dit, dans le fond, dans le brouillard, les bateaux n'arrêtent pas d'avancer. C'est pas parce qu'on est dans le brouillard qu'on va arrêter d'avancer, effectivement, même s'il y a une incertitude ambiante qui existe. Il faut absolument poser des actes qui soient stratégiques, mais des actes qui sont aussi là pour relancer le courage de tous ceux qui sont autour de moi. Il y a une heure, j'étais avec 150 de mes cadres, et justement, je leur expliquais comment on allait transformer cette acquisition qu'on a faite rapidement sur les derniers jours de l'année 2020, et qui vont nous permettre d'avoir un pied important aux États-Unis, qui est quand même le premier marché du monde, et dans lequel on achète 60% de parts de marché d'un produit très particulier. Parce que c'est très important, même dans le brouillard, de se dire on va vers quelque chose, on a une stratégie. Tout le monde sait qu'il n'y a de vent favorable que pour ceux qui savent où ils vont. Ça, c'était la phrase de Sénèque. Et donc, nous essayons vraiment de motiver l'ensemble de nos collaborateurs sur cette acquisition qui a un sens stratégique, mais qui a aussi un sens, je dirais, dans la dynamique managériale et entrepreneuriale. Et c'est vrai qu'on va apprendre de cette entreprise que nous avons achetée des morceaux d'activités et de technologies brevetées, etc., qu'on va certainement essayer de ramener en Europe, mais on va aussi leur mettre chez eux, je dirais, des produits que nous fabriquons en Europe et en France. Et donc, nous allons même consolider l'emploi en France pour pouvoir faire en France des produits qui seront mis à disposition de notre entreprise, nouvelle entreprise américaine, en particulier, qui est beaucoup mieux développée que nous sur le e-commerce. Donc, nous avons vraiment l'ambition de développer le e-commerce à partir de ce savoir-faire américain et d'essayer justement d'intégrer chez nous des façons de s'adresser aux clients, aux patients, à celui qui a besoin d'un traitement pendant un certain temps, de l'adresser justement au travers de méthodes que nous allons apprendre de notre acquisition. Philippe, peut-être, parle-nous de tes Nous, les données projets. du problème sont très simples. On a une entreprise qui a augmenté de 35% dans les 3 dernières années, jusqu'en 2019. On est face à une crise en 2020 qui, au début du confinement, nous impacte terriblement parce que toutes les parfumeries ferment dans beaucoup de pays du monde. Et là, la question, elle est très simple. Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on commence à réduire, à essayer de couper les coûts? Ou est-ce qu'on continue à travailler, sachant qu'on a des enjeux de transformation de l'entreprise, quand vous avez des croissances aussi rapides, de transformation bien évidemment digitale, mais aussi de transformation de développement durable de l'entreprise, d'investissement industriel, d'investissement dans la recherche et de nouveaux projets. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mettez ça en stand-by pendant un an et demi, et vous perdez 1 an et demi, ou est-ce que vous allez de l'avant? Et là, en fait, en face de vous, la question c'est qu'est-ce que vous avez comme actionnaire? Est-ce que vous avez des actionnaires qui vous demandent des résultats immédiats, enfin montrer que vous n'allez pas trop avoir de pertes? Ou est-ce que vous avez des actionnaires de long terme qui vous disent, mais nous, comme le disait Pierre d'ailleurs, on a connu d'autres crises, si les investissements sont bien pensés, justifiés, bien calibrés, on est tout à fait d'accord pour y aller, même si ça a un impact sur la rentabilité à court terme de l'entreprise. Et en fait, nous, le choix qu'on fait, en général, c'est un choix qui est alors plus ou moins fort selon le secteur, la situation de chaque entreprise, mais c'est d'aller de l'avant. Si on se projette à long terme, on va se dire on ne va pas perdre 1 an et demi de travail. Et donc, nous avons maintenu tous nos investissements, ça a généré les recrutements. Nous prévoyons, par exemple, de 60 millions d'euros d'investissements supplémentaires sur nos sites en France, puisqu'on fait une extension à la fois de notre usine de Blois et de notre centre de recherche et de logistique de Saint-Ouen-le-Mône. À notre sens, c'est des investissements nécessaires à moyen terme. Est-ce qu'on va tout stopper, décaler tout parce qu'on a une crise immédiate, ou est-ce qu'on va se projeter et aller de l'avant? C'est un peu ça le raisonnement de ce type d'entreprise, et c'est ce qui explique les bonnes performances. Un point, pour rajouter ce qu'a dit Frédéric, c'est que les ETI, c'est vraiment l'airbag de l'économie. C'est des entreprises qui, dans les périodes de crise, comme elles ont une perspective, comme elles se projettent à long terme, elles ne surréagissent pas aux crises économiques. Et au contraire, elles investissent dans ces périodes-là. Et ça, c'est très précieux pour l'économie d'un pays, parce que ça lui permet justement de passer le cap. Alors Pierre, qu'est-ce que tu as comme surprise à nous annoncer par rapport à tes projets, par rapport à ta vision? Non, il y a pas de surprise. Je crois que nous, on est impacté peut-être le plus parmi nous 4 avec la crise, avec l'aéronautique qui pesait 50%. Mais en effet, crise, c'est danger, opportunité, le fameux idéogramme chinois. Donc nous, on continue à diversifier et on accélère la diversification vers d'autres marchés plus porteurs.
dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, le médical, l'industriel, le ferroviaire. Deuxièmement, on a acheté aussi une société américaine il y a 1 an aux États-Unis, donc il faut l'accrocher beaucoup mieux. Elle est dans la défense américaine, et je crois que là, on n'avait pas beaucoup de temps de l'accrocher correctement à la culture d'entreprise, au process, etc. On a un temps de calme, je dirais aujourd'hui, pour accrocher mieux certaines de nos filiales. L'américaine, qui est lointaine, qui est à Portland, et l'italienne, qui fait du ferroviaire, société qu'on a rachetée il y a 6-7 ans, dans le train, dans le ferroviaire. Et je crois que ça, c'est une opportunité. Ensuite, vous avez tout ce qui est projet à long terme, le digital, l'environnement, tout ce qui est marché lié à l'environnement qui nous intéresse énormément, car nos connecteurs et nos composants électroniques doivent être vraiment dans l'air du temps, de ne pas polluer, d'utiliser des matériaux qui soient propres à l'environnement, etc. Donc le digital, on continue. Le digital, c'est très important pour nos entreprises parce que c'est de la productivité, c'est de la rapidité, c'est de l'agilité. Plus on sera digital, mieux on se portera dans un univers chaotique, avec des marchés qui ne sont pas très prévisibles. Et donc on continue de pousser les feux, on a trié bien évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire, mais le bateau dans la tempête et dans les 40e rugissants dans lesquels nous sommes, il est solide, l'équipage est là, il est courageux, on se met un peu avec des voiles réduites pendant quelques mois, parce qu'il faut passer cette tempête, mais en effet, l'idée c'est d'être là dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et on sait que tout ça repartira. Donc dès que vous avez cette vision optimiste du futur, eh bien, on met un peu en stand-by quelques projets, mais en stand-by, et puis on continue sur les projets d'investissement, notamment en R&D. On a très peu baissé la voilure en R&D pour nos marchés futurs. Moi, je peux livrer un petit témoignage personnel. Bien sûr. Normalement, c'est moi qui interroge. Mais voilà, notre entreprise, cette année, a investi 10% de son chiffre d'affaires. C'est pratiquement le plus haut niveau depuis 5 ans. Cheminée Poujoula. Voilà. On a ouvert une usine de bois énergie dans l'Est, en plein milieu de la forêt. On l'a fait cette année. C'est vrai que entreprise normale, je ne l'aurais pas fait, évidemment. J'aurais reporté, j'aurais attendu d'y voir plus clair. Mais c'est pas quand la vague est haute et que tout va bien qu'il faut qu'il faut investir. Tout le monde sait faire ça. Oui. C'est souvent par la face nord qu'il faut aborder les sujets, et c'est grâce à ça qu'on prend de l'avance. Si on parle un petit peu plus directement à nos étudiants ici connectés, puisqu'on leur a posé la question de savoir si ça les intéressait, si vous étiez motivés de travailler dans une autre pays, je pense que le panel de dynamisme, de diversité d'activités, la modernité aussi de vos entreprises doit forcément les interloquer. Chacun d'entre vous, vous avez parlé de certains de vos enjeux, vous pouvez peut-être en développer un peu plus, notamment si on part avec toi, Elisabeth. Quelles opportunités, parce qu'on parle d'entreprises qui innovent, qui s'investissent, donc on a besoin de talent. Enfin, on sait bien que c'est la matière première de nos entreprises, avant que ce soit les capitaux, c'est les hommes. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir d'une certaine façon comme opportunité, comme vision, comme long terme, comme quête, comme sens, comme valeur? Je pense que c'est des sujets qui aujourd'hui prennent encore plus d'importance à l'heure de cette crise. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Comment ton projet d'entreprise ouvre des opportunités à tous ces hauts potentiels que nous avons en ligne aujourd'hui? Alors, absolument. Alors, moi, j'ai envie de dire 2 choses. Enfin, d'abord, commencer par le début. Dans une période où l'accès aux entreprises est un peu difficile, nous avons systématiquement décidé de multiplier par 2 les alternants que nous avions d'habitude. Donc, on a multiplié par 2. Donc, on a une invasion, je dirais, extrêmement sympathique de nombreux jeunes qui viennent chez nous et qui vont émailler absolument dans toutes les fonctions. Ceci mis à part, dans une entreprise comme la nôtre, je dirais que nous sommes dans la santé, et donc nous avons en face de nous un patient qui a besoin de solutions de santé plus modernes, plus accessibles, qu'il va décider lui-même, parce que chacun de nous veut être libre dans l'exercice de sa santé. Donc nous avons de plus en plus besoin de jeunes ingénieurs qui vont venir apporter des solutions de santé par rapport à une genouillère ou une chevillère ou un traitement par dispositif médical, et qui vont venir apporter des solutions innovantes, c'est-à-dire trouver comment, avec des technologies extrêmement modernes, on va pouvoir donner à ces dispositifs médicaux une caractéristique nouvelle. Et par exemple, nous sommes en train de sortir une genouillère qui va être motorisée, c'est-à-dire qui va aider les gens dont le genou ne marche plus très bien pour une raison ou pour une autre, qui va donc aider la marche. On a aussi, par exemple, une ceinture lombaire qui est en train de devenir connectée et qui va
permettre de savoir comment faire la rééducation du dos ou comment vivre avec sa douleur de dos lorsqu'on a été, je dirais, atteint par une pathologie lombaire, ce qui est extrêmement fréquent. Donc nous sommes en train d'intégrer des métiers totalement nouveaux et qui dépassent totalement nos compétences initiales, qui sont l'électronique, qui sont le micro-digital et l'inclusion dans nos dispositifs de technologies qui vont pouvoir se rapprocher du mouvement et être elles-mêmes des technologies qui vont permettre une rééducation. Voilà, ça c'est. Et puis deuxièmement, il y a un autre aspect que nous traitons aussi beaucoup, c'est tout ce qui est le RSE, c'est-à-dire le respect de la planète. Nous, par exemple, dans le textile, nous sommes très utilisateurs d'eau. Or, nous savons que l'eau va devenir une matière ultra rare et ultra chère. Donc, nous sommes en train de travailler très à fond sur comment peut-on faire notre même métier du textile sophistiqué avec beaucoup moins d'eau. Et nous avons déjà divisé par 3 le niveau d'eau que nous utilisons pour certaines transformation du textile qui doit être lavé dans plusieurs moments de son développement. Donc nous avons besoin de jeunes ingénieurs qui soient attachés à cette amélioration de notre rapport avec des matières sensibles comme l'eau et qui vont nous aider à transformer nos produits au moment où nous les fabriquons et à être plus respectueux de la planète. Donc voilà, ces ingénieurs-là, nous les souhaitons et et c'est à nous, entreprises, de nous adapter à eux et pas forcément à eux à nous adapter à nous. Donc nous préparons je dirais, à leur faire une place pour qu'ils viennent nous aider justement à cette transformation de l'entreprise en profondeur. Donc ce qu'on comprend effectivement, c'est que la dimension recherche est de plus en plus forte. Je dirais, l'entreprise n'est plus pas uniquement une entreprise de transformation, mais avec beaucoup de services, beaucoup de valeur ajoutée autour. Pierre, comment tu peux dire, enfin, c'est vrai que dans les grands groupes, souvent on dit que c'est très parcellisé, que chacun un peu sa tâche, on ne traite pas un problème complètement. Comment toi tu donnes, tu parlais d'empowerment tout à l'heure par rapport aux salariés, comment tu intègres, comment tu leur donnes la capacité à développer et à réaliser? Je pense que c'est très important pour quelqu'un. En fait, on a défini à Radial une raison d'être très à la mode il y a quelques années, mais qui était sous-jacente un peu dans notre entreprise, qui est de connecter le monde, connecter les hommes, et en protégeant la planète. Bon, donc nous, on fait des composants électroniques, des connecteurs, on veut connecter. Alors ça tombe bien parce que le monde est de plus en plus connecté. La voiture est de plus en plus autonome, mobile, intelligente. Les avions vont dans ce sens-là, de plus en plus électriques. Et donc ça, c'est une tendance de fond qu'on aime bien parce que nos hommes et nos femmes sont empowered, sont pris dans cette raison d'être, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas les ordres du chef le matin. Eux-mêmes, ils peuvent transformer le monde à travers des connecteurs beaucoup plus soucieux de l'environnement, qui polluent moins, qui utilisent moins d'eau, d'électricité. Donc on fait très attention à ça, comme Elisabeth le disait pour Tuan. Et je crois que c'est un axe très fort parce que nos jeunes générations le veulent en plus. C'est-à-dire non seulement c'est l'air du temps et c'est normal, une responsabilité de nous, chefs d'entreprise, mais en plus nos jeunes générations qui nous rejoignent veulent ça. Et puis deuxièmement, en effet, c'est cette créativité incessante, cette agilité. On dépense 6 à 7% en R&D de notre chiffre d'affaires, actuellement plus parce que le chiffre d'affaires a baissé. Et ça, c'est très intéressant parce que le monde est plein d'opportunités. Il y a les infrastructures de demain, la médecine de demain, la santé évolue, le train va évoluer, l'avion va évoluer dans tous les sens, et en étant plus propre en général, plus propre. Et je crois qu'il faut créer ce monde-là. Et la recherche et l'innovation est aussi sans fin. Et donc, si on allie une innovation continuelle avec des gens créatifs, des jeunes qui apportent des idées nouvelles, notamment dans l'utilisation du digital, eh bien, je crois qu'on a une alchimie très gagnante. Et les ETI patrimoniales, avec un actionnariat stable familial, permet de durer. On est construit pour durer. Donc, les aléas des tempêtes, le bateau, il se passe la tempête, il est solide, et puis il va filer dans les alizés quelques jours après ou quelques mois après. C'est ça qu'on apporte, nous, en tant que pour nos jeunes. On a besoin d'ailleurs de on prend des apprentis, et dans l'industrie, on manque terriblement d'apprentis. C'est la force de l'Allemagne et de la Suisse. Et je crois qu'on va prendre des PhD, on va prendre des ingénieurs, mais on a besoin fondamentalement de gens qui apprennent leur métier de base dans l'industrie française et dans les ETI patrimoniales. Alors c'est clair qu'on a souvent tendance à dire pour être agile, il faut être léger, etc. L'agilité, elle est permise par la stabilité. Donc ça, c'est clair que c'est un point très important. Philippe, de ton côté, on est dans la cosmétique, entreprise très féminine, mais qui offre aussi des opportunités pour les hommes. Comment est-ce que tu intègres tout cet environnement de jeunes et moi, je partage, et je ne vais pas redire ce qu'ont dit Elisabeth et Pierre, c'est exactement les mêmes problématiques.
le sujet simplement, et nous, la réflexion, moi, quand je suis rentré chez Sisley, il y avait 100 personnes. Aujourd'hui, on est 4700 du monde entier. Comment est-ce qu'on fait pour rendre notre organisation efficace et attrayante? Et à mon sens, le sujet principal, et ce que cherchent les gens de talent, c'est de travailler dans des environnements où ils sont partie prenante, où leur avis compte, où on passe pas 40% de son temps à faire du reporting, où on ne peut pas, si on a une idée, ne pas la développer parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. Ça, c'est le problème de toutes les organisations qui grandissent. Et pour nous, alors là, pas actionnaires, mais managers, c'est notre enjeu. Notre enjeu, c'est d'arriver à garder notre organisation agile. C'est quoi? Ça veut dire que les gens sont partie prenante, peuvent donner leurs idées, peuvent sortir même de leurs compétences pour donner des idées. Comment est-ce qu'on imagine ça? Et là, les ETI, enfin nous en tout cas on essaie de le faire chez Sisley, elles ont un véritable avantage parce qu'elles ont une taille qui permet de mener des projets importants, mais en même temps qui reste une taille humaine. C'est 250 à 5000 salariés la taille ETI. Alors, à 5000, c'est plus dur qu'à 250 d'avoir cet état d'esprit, mais c'est vraiment un état d'esprit qu'on peut cultiver. Et quand on a cet état d'esprit-là, quand on permet ce travail-là, on attire des talents, on attire des gens, et les gens restent chez nous, ils font carrière. Moi, là, ma problématique, c'est même pas les jeunes ou pas les jeunes. On peut recruter aussi, et c'est d'ailleurs important de recruter aussi quelqu'un de 50 ans, de 55 ans, mais jeune ou plus senior. L'important quand on est dans une organisation, et moi c'est la question que je me poserais si j'étais étudiant, c'est est-ce que je vais compter dans l'organisation? Est-ce que je vais pouvoir m'exprimer? Et ça, c'est ce que nos ETI, je pense, portent avec succès. Et grâce à ça, elles attirent, alors peut-être pas de prime abord en sortant de l'université, mais elles attirent beaucoup de talents qui se disent, mais dans cette organisation-là, j'ai envie de faire carrière parce que je joue un rôle, donc je compte, et puis je suis au courant, et puis je comprends la vision d'ensemble de l'entreprise, et puis je connais le dirigeant, je sais qui c'est. Voilà. Il y a un côté humain qui, à notre sens, est très important et qui nous permet, je crois, d'être attractif. Oui. Juste pour compléter ce qu'a dit Philippe, en 2 mots, je crois qu'en fait, on demande beaucoup de solutions, d'idées à tout notre personnel, qu'ils soient ouvriers de base jusqu'à nos ingénieurs, toute la journée. C'est eux qui ont les idées, c'est eux qui ont les problèmes, et c'est eux qui ont les solutions. Et ça fait que c'est eux qui apportent toute la journée des centaines d'idées, de solutions, et nous, on encourage ça, on prend pas tout, on trie avec eux. Et il y a souvent 1 idée ou 2 idées géniales par jour qui viennent des troupes et des hommes. Et ils sont très heureux parce qu'ils voient que les choses bougent, les choses avancent. Et c'est comme ça qu'on fait fonctionner nos machines et nos entreprises, c'est avec les équipes, de haut jusqu'en bas. Yvon. Pardon, il n'était pas prévu que je intervienne au milieu de ces discussions de chefs d'entreprise éminents d'une génération après moi qui connaissent remarquablement bien le terrain, mais je voudrais faire une remarque, je vous promets que ce sera la seule, qui est venue de l'écoute de ce que viennent de dire nos 4 chefs d'entreprise. Je voudrais dire aux élèves de l'école centrale qui connaissent peu ou mal les ETI, que les ETI ont une qualité absolument spécifique que n'ont pas la plupart des autres entreprises, et en particulier les grands groupes. Vous avez remarqué que nous sommes jugés de plus en plus comme les gouvernements par certains philosophes ou certains sociologues qui ne sont jamais entrés dans une entreprise. Et leur reproche principal, c'est que nous ne maintenons pas notre stratégie. Nous serions, d'après eux, comme les PME, sans stratégie rigide, définitive, gravée dans la pierre une fois pour toutes, après une idée de génie qui nous est venue il y a 70 ans, intangible. Ils n'ont rien compris. Même s'ils veulent reprendre leurs origines, depuis Napoléon, qui disait que l'art militaire était tout d'exécution, s'ils veulent aller chercher Clausewitz, le polémologue qui avait défini la stratégie, expliquer qu'elle devait s'adapter à la tactique, ou l'inverse, ce qui est pareil, à la vérité. L'ETI a ce secret extraordinaire, c'est que ça a été dit par mes amis, c'est qu'elle garde de façon stratégique une véritable direction pour l'entreprise, pour sa pérennité, pour sa succession, pour son avenir, sa transmission, ses enfants, la formation, tout ce qui concerne l'avenir, ça a été fixé une fois pour toutes. Et
c'est tenu. Qu'on ne vienne pas nous reprocher de faire des adaptations de détail en dernière minute. Une stratégie qui serait rigide, avoir des idées définitivement claires dans un environnement définitivement flou, et ou bien un manque de bon sens ou une escroquerie intellectuelle. C'est pas possible d'avoir des idées définitivement claires dans un environnement définitivement flou. Or, il n'y a jamais eu un environnement aussi flou qu'en ce moment, et je comprends moi bien, même le gouvernement, qui est obligé de faire des adaptations au jour le jour en fonction de l'épidémie. Il faut accepter les adaptations de terrain et ne pas écouter les puristes. Voilà mon conseil et bravo aux ETI. Merci. Bon. Pour résumer, vous aurez compris, vous ne saurez pas toujours ce que vous ferez le jour même en arrivant dans une ETI. Il y aura toujours des projets. Par contre, vous savez que vous pourrez y rester longtemps pour construire. Voilà, ce que je vous propose peut-être pour clore ce débat, c'est de passer à des questions. Si vous avez effectivement des interrogations, des propositions, des idées à soumettre à nos trois intervenants. Tu nous fais les commentaires. Oui, super. Question à M. Dornano. M. Gattaz a expliqué que l'humain était au centre du modèle des ETI. Okay. Bon, si vous voulez, sur ce sujet, je pense que l'humain est au centre de l'entreprise parce que, et les exemples le montrent, si vous n'avez pas de bonnes équipes, vous ne réussissez pas durablement. L'un des travails, moi aujourd'hui, à peu près 20% de mon temps, c'est organiser, recruter, motiver mes équipes, qui sont en plus des équipes effectivement de pays différents, de nationalités différentes, de styles différents, de métiers différents. Et si vous n'avez pas à chaque poste de votre entreprise des gens d'un grand professionnalisme, motivés, qui ont envie de se battre pour l'entreprise, vous ne réussissez pas durablement. C'est aussi l'investissement d'une ETI quand elle se projette dans le temps. La manière dont vous construisez votre équipe n'est pas la même que et votre mode de travail n'est pas le même que si vous travaillez pour une période de temps courte. Sur une période de temps courte, on peut mettre un très gros stress sur les équipes et à court terme ça marche. Mais si vous voulez courir le marathon, vous ne commencez pas par un sprint. Si votre perspective c'est de construire une équipe pour construire une marque mondiale dans le temps, alors là il faut trouver des équipes solides, avoir une bonne circulation de l'information. La bienveillance, ça peut être une vision éthique. Mais c'est aussi simplement, c'est aussi l'intérêt de l'entreprise, parce que si vous n'êtes pas bienveillant, ce qui se passe très très rapidement, c'est que les hiérarchies se structurent, l'information ne circule plus, les gens se protègent. On l'a vu d'ailleurs parfois même dans la gestion de l'épidémie Covid concernant l'administration. Si vous n'avez pas une approche qui est une approche bienveillante, résoudre les problèmes ensemble, parler des choses quand elles se posent et ne pas être agressif ou mettre des très fortes pressions sur les gens, vous allez avoir une structure qui va se protéger et qui va mal fonctionner. C'est donc l'humain, mais ne serait-ce que par bon sens et par efficacité économique, ça doit être le centre de notre action. Alors, je vais peut-être prendre une question qui est liée on crée le million d'emplois qui nous concerne. J'adore parce que nous l'avons créé d'abord entre 2014 et 2019. On a créé 1 million d'emplois. On est tombé de 10% de chômage à 8% grâce à un grand nombre de réformes faites par Emmanuel Valls d'un côté, puis continuées par Emmanuel Macron, il faut le lister. Et je rajouterais quelque chose, c'est qu'en fait, nous sommes que 5 500 ETI en France, les Allemands sont à 12 500. Et en fait, il y a eu 40 ans où malheureusement, par des politiques compliquées en France, beaucoup d'ETI se sont démotivés, sont partis, se sont vendus. Les Allemands et les Suisses sont remarquables. Les Suisses ont aussi un très grand nombre d'ETI patrimoniales, familiales. Ils ont 25% de leur PIB dans l'industrie, très souvent par des PME, des ETI familiales, et ils exportent de façon incroyable. Et c'est la force de ces pays d'avoir des ETI patrimoniales qui durent dans le temps et qui sont très territoriales, qui ont des usines dans les villages. Un Suisse me disait un jour, vous en France, vous avez un supermarché dans vos villages. Eh ben nous, on a une usine dans notre village. Eh ben ils ont 3% de chômage et 3% de chômage des jeunes. Donc la force de l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, c'est leurs ETI patrimoniales, très souvent industrielles, qui ont gardé leurs usines dans les territoires, très exportatrices, et qui ont maîtrisé et qui ont réussi à intégrer le digital, le service,
au-delà de leur capacité industrielle. Et je pense que si on continue dans ce sens-là, dans les réformes business-friendly, comme on dit, de l'environnement français, avec les belles ETI que nous avons et les PME qui vont devenir ETI, puisqu'il y a de la réserve sous le pied, je pense qu'on peut, dans 10 ans, recréer une économie très saine grâce à des projets d'entreprise tels qu'on les a montrés tout à l'heure. La question de Jean-François, on ne voit pas votre nom de famille, mais pour y répondre, c'est justement, on a fait une étude avec Sciences Po sur ce sujet. Donc, c'est des avantages on voit l'avantage de la start-up, agilité, autonomie, responsabilité, et celle du grand groupe, stabilité, carrière, encadrement. En fait, l'ETI, c'est le mix des deux. C'est-à-dire que vous avez justement à la fois une organisation à taille humaine, mais en même temps une taille qui permet de mener des projets, une certaine sécurité. Et donc c'est sans doute un type d'organisation, et on le voit par le succès du Mittelstand allemand, du tissu économique de l'Italie du Nord, par exemple, qui est aussi assez remarquable, voire, parce que souvent on en parle moins, de beaucoup de petits pays européens qui sont très performants. On voit que ces entreprises moyennes grandes, elles sont en fait presque l'outil le plus efficace. On voit que quand on arrive dans le très grand, on commence à avoir des difficultés, des pesanteurs. Alors bien évidemment, quand les investissements sont énormes, le très grand groupe a un avantage, et on voit que les petits, c'est super, mais qu'il y a des risques, c'est plus difficile. Les PME, quand il y a une crise, elles sont beaucoup plus touchées et beaucoup plus fragiles. Donc l'ETI, c'est vraiment un peu la taille idéale, si elle est bien gérée en tout cas, pour exprimer à la fois l'agilité et puis une certaine sécurité, une certaine capacité à porter des projets. Elisabeth, tu veux peut-être reprendre la question sur comment détecter les talents là, parmi une horde de jeunes motivés? Pardon. Alors effectivement, les talents, si vous voulez, comment les détecter? En fait, d'abord, si on se détecte de l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'une embauche réussie, c'est une embauche dans laquelle les deux parties sont dans une logique, je dirais, de réussite. Bon, donc est-ce que le jeune qui rentre chez nous a vraiment envie d'entrer chez nous? Est-ce qu'il a vraiment détecté chez nous des choses qu'il a envie de faire? Et est-ce que nous avons détecté chez lui des qualités qui vont être les nôtres, qui vont être celles qu'il va mettre en œuvre chez nous? Alors moi, je dirais d'abord aimer le risque, parce que dans le fond, on ne fait jamais rien sans prendre une part de risque et aimer le risque. On n'est jamais dans une ultra-sécurité, donc il faut vraiment avoir cette espèce de goût de sortir d'un cadre et de pouvoir aller prendre des risques, et ce risque étant parfois suivi d'un succès, parfois suivi d'un échec. Ça, c'est une chose normale, mais le goût du risque. Deuxièmement, contribuer à la décision. Ce que disait Philippe tout à l'heure, chez nous, on n'a pas des étages qui s'auto-sécurisent les uns les autres. Il y a vraiment une participation à la décision absolument à tous les niveaux. Et cette contribution à voir le bénéfice de ce qu'on a fait, je crois que c'est quelque chose qui est dans la vie structurant et intéressant, de se dire ce que j'ai amené, eh bien j'en vois le résultat et j'ai le bénéfice de ce résultat. Et dans les ETI, je crois que c'est vraiment une caractéristique que nous remettons auprès de ceux qui les ont générés, nous remettons le bénéfice des idées qui ont créé un résultat. Et puis j'ai envie de dire aussi, aimer le concret. Il n'y a rien de plus concret et intéressant qu'une très belle machine qui crée un très beau produit. C'est très satisfaisant. Mais c'est cet amour du concret, de la belle matière, de la belle machine qui est sophistiquée, qui fonctionne bien, qui est moderne, qu'on va d'ailleurs mettre en place de façon, enfin avec des investissements toujours renouvelés. Par exemple, nous venons d'établir aux États-Unis un robot qui va faire un produit pour la cheville qui va être assez particulier. Et ce robot, nous n'avions pas les équipes pour le mettre en place. Nous l'avons entièrement monté par digital. Et donc ce montage de ce robot sans avoir les équipes du constructeur nous a permis par le digital de le monter parfaitement. Eh bien, je crois que vraiment la satisfaction des ingénieurs sur place a été totale. Donc voilà un peu ses qualités. Voilà, le concret, l'accès à la responsabilité et le bénéfice de ce qu'on a entrepris dans le risque. Moi, je voudrais répondre à Églantine, avec de telles responsabilités, avez-vous du temps pour vos loisirs et votre famille? C'est très important aussi pour vous, pour les dirigeants de l'entreprise, mais aussi pour les équipes de trouver des bons équilibres. De nouveau, si vous voulez construire dans le temps, il faut qu'il y ait ces équilibres. Sinon, vous allez peut-être sur une courte période de temps avoir des résultats, mais ça va être au détriment du long terme. Donc, de nouveau, le terme est important. Et puis aussi pour s'engager, Yvon Gattaz, lorsqu'on a créé le métier, nous disait il faut être capable de donner 10% à un engagement, et on ne peut pas se plaindre si on ne s'engage pas. On ne peut pas dire que tout va mal
si on n'est pas engagé. Et donc, il faut être capable aussi, à côté de son entreprise, ou quand on est dans une entreprise et qu'on a des responsabilités à côté de ça, de pouvoir s'occuper, si on veut durer, de sa famille. Et puis la bienveillance, ça c'est la question d'Isabelle, c'est bien ça, la bienveillance. Moi, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que non seulement c'est bien, on peut considérer que c'est bien, mais en plus c'est utile. C'est utile, la bienveillance, pour l'efficacité de l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas bienveillante, sur le long terme, elle ne va pas réussir, en tout cas pas quand elle atteindra une certaine taille. Elle va mettre un stress terrible, elle va avoir un turnover d'équipe terrible, elle va avoir une organisation qui va se refermer. La bienveillance, c'est à la fois quelque chose que peut-être à titre personnel on souhaite parce qu'on passe toute notre journée au travail et on veut que ce soit dans un bon climat, mais c'est aussi un choix rationnel. C'est aussi un choix rationnel. Et c'est important que ça le soit parce que ça veut dire qu'il faudrait vraiment la promouvoir pour avoir une meilleure efficacité dans les organisations. Oui, alors ça n'empêche pas d'être exigeant avec les équipes, bien évidemment. Donc bienveillance, c'est pas le Club Med toute la journée, mais c'est vrai que ce respect des hommes et des femmes est fondamental dans nos entreprises. J'aurais rajouté un point sur l'employabilité. Moi, je dis souvent à Radial que je ne peux pas garantir l'emploi à vie aux gens, mais par contre, je leur dois une certaine employabilité. Et donc, on cultive beaucoup, en tout cas à Radial, mais je pense que tous les quatre ont fait la même chose, la polyvalence. Polyvalence des métiers, polyvalence des missions dans l'entreprise. Et quelqu'un, notamment de la base, qui est ouvrier professionnel en assemblage, etc., eh bien, on essaye de la rendre employable pour qu'elle puisse faire d'autres missions et dans son parcours de CV, s'il y a une difficulté un jour avec Radial, eh bien, qu'elle puisse retrouver un job rapidement parce qu'elle a eu l'habitude de prendre des initiatives, de suggérer des idées et d'être polyvalente dans son métier. Bien, on remercie en tout cas l'ensemble des participants d'avoir écouté et participé à ce débat. Merci à tous. On va bientôt, d'ici quelques minutes, remettre les prix, Yvon Gattaz. Donc, restez évidemment connectés. Merci en tout cas à tous les intervenants pour la qualité des échanges. C'est évidemment remarquable et il faut quand même se féliciter d'avoir dans notre pays des entreprises résilientes et tournées surtout vers l'avenir. Merci à tous. Et merci pour les questions. Merci pour l'animation.